Certains noms et détails de cette histoire ont été modifiés pour des raisons d'anonymat et de confidentialité. Toutes les photos ne proviennent pas de la scène réelle. 12 octobre 2011. Comté de Harlan, Kentucky. Les Appalaches recèlent du charbon, mais aussi de sombres secrets qui n'auraient jamais dû voir le jour. C'est là, parmi les épaisses brumes matinales et les mines abandonnées, que deux jeunes filles ont disparu sans laisser de traces. Leur dernier voyage a marqué le début de l'un des mystères les plus terrifiants de l'histoire de l'État. Elles étaient venues volontairement pour réaliser un documentaire sur les tunnels souterrains morts, mais elles sont devenues partie intégrante d'une histoire locale macabre. Personne n'a entendu leurs cris, personne n'a vu où leur voiture a tourné. Seules les montagnes sont restées les témoins silencieux de la facilité avec laquelle le noir absolu peut engloutir une personne. Mary Harper avait 23 ans, sa jeune sœur Amy avait 21 ans. Toutes deux étudiantes en journalisme, elles étaient déterminées et désireuses d'explorer des sujets complexes. Leur projet de fin d'études devait être un film indépendant sur le déclin de l'industrie minière. Le comté de Harlan, avec ses dizaines de mines scellées, parfois à plusieurs milliers de mètres de profondeur, était idéal pour le tournage. Les sœurs se sont préparées minutieusement, lisant des archives, étudiant des cartes topographiques, organisant des entretiens avec d'anciens mineurs. Leur Ford Escape était chargé de caméras vidéo, de trépieds et de matériel d'éclairage. Elles ont prévu de passer exactement 7 jours dans les montagnes. D'après les caméras de surveillance, le 12 octobre, à 8h30 du matin, les sœurs ont quitté l'autoroute 421 et ont emprunté des routes sinueuses en direction de Black Mountain. À 10h15 du matin, la voiture s'est arrêtée à une station-service Shell dans le village d'Evarts. C'est sur les images de la caméra que l'on a vu les filles vivantes pour la dernière fois. La vidéo montre Mary entrant dans le magasin. Le caissier, un homme d'une cinquantaine d'années, a déclaré plus tard à la police qu'elle avait acheté une carte de la région, plusieurs gallons d'eau potable et un paquet de piles. Elle a posé des questions sur le chemin de terre menant à la mine de charbon abandonnée numéro 7. Le caissier lui a déconseillé de s'y rendre, expliquant que le chemin avait été sérieusement emporté par les pluies. Pendant que Mary était à l'intérieur, la caméra a filmé sa jeune sœur. Amy se tenait à une station-service et parlait à un homme non identifié qui faisait le plein d'un pick-up rouillé. L'homme portait une veste en jean délavé et une casquette de baseball foncée. La conversation a duré environ 4 minutes. Selon des témoins présents à la station-service, l'homme gesticulait activement, pointant du doigt une chaîne de montagnes lointaines. La qualité de la vidéo ne leur a pas permis de reconnaître la plaque d'immatriculation du pick-up, ni de voir le visage de l'interlocuteur. À 10h27 du matin, les sœurs sont montées dans leur Ford et ont pris la direction du nord. Mary et Amy ont promis d'appeler leurs parents le soir du 13 octobre pour leur raconter la première journée de tournage. Cette fois-ci, elles n'ont pas pris contact. Les appels sont tombés sur la boîte vocale. Le matin du 14 octobre, leur mère s'est rendue à la police. À 14h, les filles sont inscrites sur la liste des personnes recherchées. Une vaste opération de recherche est lancée. Plus de 200 volontaires, des policiers et des chiens renifleurs spécialement entraînés se sont mis à ratisser les forêts. Les chercheurs ont dû faire face à des conditions difficiles. La réserve naturelle de la forêt de Blanton s'étend sur des milliers d'hectares de nature intacte. Le terrain est impitoyable, pente abrupte et profond ravin. La rivière Cumberland devient rapide et comporte des rapides cachés. La nuit, la température est tombée à 45 degrés Fahrenheit, ce qui rend difficile la survie sans abri. Les équipes de recherche parcourent les pentes, couvrant un rayon de 15 miles à partir de l'endroit où les sœurs ont été vues pour la dernière fois. 2 hélicoptères tournent dans le ciel. Cependant, la densité du couvert végétal ne permet pas de mener une inspection visuelle efficace depuis le ciel. L'espoir de retrouver les filles vivantes s'évanouit inexorablement. Les chiens perdent la piste sur le sol humide et caillouteux. Les équipes de recherche ont vérifié des dizaines de kilomètres de sentiers forestiers. Une attention particulière est accordée aux anciennes mines de charbon, dont les entrées sont cachées par des amas de pierres. La descente dans ces cavernes est dangereuse en raison des risques d'effondrement et d'accumulation de gaz. Les enquêteurs ont tenté de remonter la piste numérique. La dernière fois que les téléphones ont été enregistrés dans le réseau, c'était le 12 octobre à 11h15 du matin. Le signal a été capté par une tour située à 15 km du village d'Evarts. Ensuite, les appareils sont restés dans la zone de silence radio. Le mystère de la disparition des sœurs Harper s'épaissit de rumeurs, ne laissant que le silence inquiétant de la forêt. 20 octobre 2011. 8 jours exactement se sont écoulés depuis la disparition des sœurs Harper. Les recherches officielles sont dans l'impasse. Les sentiers battus et les chemins de randonnée ont été vérifiés des dizaines de fois, mais les montagnes n'ont pas livré leurs secrets.
À 7h30 du matin, un petit groupe de 5 volontaires, des chasseurs locaux connaissant les zones dangereuses du comté de Harlan, décident de s'écarter de la zone de recherche approuvée par la police. Ils se sont dirigés vers le sud-est, là où la forêt dense s'arrêtait brusquement pour laisser place à une zone industrielle morte. Il s'agissait du site d'un complexe privé abandonné de traitement du charbon, connu localement sous le nom d'Oakhaven Processing Plant, usine de traitement d'Oakhaven. Le site était vide depuis plus de 20 ans, situé à proximité d'une ancienne carrière, inondée par des eaux souterraines noires. Le terrain était absolument hostile. Le site ne figure sur aucune carte touristique moderne. Seules de vieilles voies ferrées envahies par les arbustes, qui avaient autrefois servi au transport de l'anthracite, y menaient. Des structures métalliques rouillées et d'énormes bunkers dominèrent les arbres, tels des squelettes d'animaux préhistoriques. Les murs de béton des bâtiments se sont depuis longtemps fissurés et un silence inquiétant règne autour d'eux, rompu uniquement par le grincement de vieux câbles métalliques qui se balancent dans le vent. Il y a des morceaux de barres d'armature, du verre brisé et des déchets industriels partout. Les volontaires avancent très prudemment, en gardant une distance de 3 mètres les uns des autres. À 9h15 du matin, l'un d'entre eux s'est soudain arrêté près d'un atelier de triage délabré. Il a senti une odeur particulière, lourde, impossible à confondre avec quoi que ce soit d'autre, l'odeur de la mort et de la décomposition. Le vent froid de l'automne provenait d'une profonde tranchée d'aération qui longeait le mur arrière de l'atelier. La tranchée, d'une largeur de 4 pieds et d'une profondeur de 12 pieds, était étroitement recouverte d'énormes tôles de fer rouillées. Les tôles étaient tellement serrées et régulières qu'on aurait dit qu'elles avaient été placées là à dessein. À 9h30 du matin, les bénévoles ont contacté par radio le répartiteur du service d'urgence pour signaler la découverte suspecte. Des voitures de patrouille et une équipe médico-légale sont arrivées sur les lieux à 11h précises. Les officiers ont eu besoin de lourdes barres à mine et des efforts combinés de 3 hommes forts pour déplacer les plafonds métalliques. Lorsque la première feuille a été jetée avec un bruit sourd, l'odeur est devenue insupportable. La lumière des puissantes lampes de poche de la police traverse l'épaisse obscurité du puits de ventilation. Ce que les policiers ont vu au fond du conduit en béton a fait frémir même les détectives les plus expérimentés. Les corps d'Amy et de Mary gisaient sur le béton humide et moisi. Elles ont été sauvagement assassinées. Mais le plus choquant, c'est l'état dans lequel elles ont été laissées. Leurs corps sont serrés l'un contre l'autre et horriblement entrelacés avec d'énormes barres d'armature. D'épaisses tiges d'acier d'un diamètre d'au moins 1 pouce étaient enroulées autour de leurs torses, de leurs bras et de leurs jambes avec une force contre nature. Les barres d'armature s'enfoncèrent dans la chair, formant un étrange semblant de cocon d'acier rouillé autour des cadavres. Les médecins légistes qui sont descendus dans la tranchée à 11h45 du matin ont été confrontés à un défi sans précédent. Il n'y avait pas de mysticisme, juste de la physique sèche et terrifiante. Pour plier des barres d'armature de cette épaisseur autour de corps humains, avec une précision aussi incroyable, le tueur aurait eu besoin soit de puissants outils hydrauliques industriels, des presses couramment utilisées dans la construction à grande échelle, soit d'une force physique incroyable combinée à des leviers et des treuils métalliques spéciaux. Les experts qui ont examiné les barres d'acier en détail sous des projecteurs ont relevé des rayures profondes et fraîches dans la rouille qui étaient là depuis des années. Pour plier l'une de ces tiges, il faut appliquer une force de plusieurs centaines de livres par pouce carré, et ici il y en avait plus d'une douzaine. C'était une indication indiscutable que le crime n'était pas un acte d'agression spontanée ou une attaque au hasard dans la forêt. Il s'agissait d'un acte absolument froid, calculé et incroyablement cruel, planifié dans les moindres détails techniques. La scène du crime a été immédiatement entourée d'un ruban jaune de police. Le territoire de l'usine désaffectée d'Oakhaven Processing Plant s'est instantanément transformé en la principale scène de crime de l'État. À 13h30, un périmètre de sécurité étroit d'un rayon de 3 km avait été établi autour de la carrière. Les experts ont découvert plusieurs marques fraîches sur les bords en béton de la tranchée, marques dues à de lourdes chaînes ou à des câbles métalliques qui ont probablement été utilisés pour descendre le cocon d'acier. Le poids de l'ensemble de la structure, y compris les corps, dépassait les 300 livres. Aucune personne n'aurait pu la descendre seule sans l'utilisation de machines industrielles ou d'un système de blocs. L'équipe de secours, arrivée sur place à 14h15, a passé plus de 2 heures à découper les barres d'acier avec une extrême précaution à l'aide de scies circulaires portatives. Chaque coupe est accompagnée de gerbes d'étincelles lumineuses qui rebondissent sur les murs en béton. Le travail exigeait une précision en filigrane. The way the perpetrator intertwined, the rebar resembled a bizarre, maddening ritual of the dark industrial age.
La véritable cruauté de ce plan ne réside pas seulement dans le meurtre lui-même, mais aussi dans le désir maniaque d'enchaîner les victimes pour toujours. Le cocon d'acier rouillé est devenu à jamais le principal symbole macabre de cette tragédie. Un nœud coulant qui s'est resserré autour de l'enquête, ne laissant derrière lui qu'une froide horreur. Chers amis, avant de continuer à plonger dans cette histoire glaçante, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et d'aimer cette vidéo. C'est très important, car c'est grâce à votre activité que les algorithmes de YouTube comprennent que le contenu est intéressant et aident à le promouvoir pour qu'encore plus de personnes puissent voir cette enquête. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons créer de nouvelles vidéos. Nous vous remercions. Revenons à l'histoire. La nouvelle de la découverte macabre dans l'usine abandonnée d'Oakhaven Processing Plant a instantanément secoué le comté de Harlan. L'affaire a connu un retentissement sans précédent. La police locale a immédiatement compris que ce crime ne relevait pas de sa compétence et a confié l'enquête à des inspecteurs expérimentés de la police de l'État du Kentucky. Ils ont installé un poste de commandement mobile près de l'ancienne carrière et ont commencé à examiner méthodiquement chaque centimètre carré de béton autour de la tranchée d'aération. Les enquêteurs ont accordé une attention particulière à la structure en acier dans laquelle les victimes ont été retrouvées. L'examen métallurgique a donné des résultats très précis. L'analyse en laboratoire a révélé des marques industrielles à peine visibles sur le métal rouillé. Il ne s'agissait pas de matériaux de construction standard provenant du magasin le plus proche. Le criminel avait utilisé d'épaisses tiges renforcées d'un alliage spécial, fabriqué exclusivement pour l'industrie minière, afin de renforcer les puits de mines profonds et de protéger les tunnels contre les effondrements catastrophiques. Les enquêteurs ont dressé un premier tableau des agissements du tueur. Il ne s'est pas contenté d'emmener la vie des jeunes filles ailleurs. Il a consacré beaucoup de temps et d'efforts à amener secrètement les corps sur le territoire fermé de l'usine de traitement d'Oakhaven. Il disposait de machines lourdes ou d'équipements industriels spécifiques dans les ruines de l'usine pour les enchaîner avec une précision impitoyable. Étaux hydrauliques, puissants leviers industriels, connaissance de la courbure de l'acier des mines, tout cela a permis de dresser le portrait psychologique d'un homme inextricablement lié à l'industrie lourde et au sous-sol des Appalaches. Un jour est passé. Le 21 octobre, à 9 h du matin, les équipes de recherche ont reçu une nouvelle orientation pour leur travail. Au cours d'une patrouille de routine dans les bois, 2 gardes forestiers ont remarqué une lueur non naturelle dans les broussailles denses. À une vingtaine de kilomètres de l'endroit où les corps ont été retrouvés, près du sentier sinueux de Pine Mountain Settlement, la police a découvert une Ford Escape. Le véhicule des sœurs Harper était enfoncé dans les broussailles, où il avait été soigneusement conduit le long d'un étroit chemin de terre, camouflé par des branches de pin cassées. La zone autour du SUV a été immédiatement bouclée. Un laboratoire mobile spécial est arrivé sur les lieux. Des experts en combinaison de protection blanche ont travaillé près de la voiture pendant plus de 7 heures. Les résultats de l'inspection ont impressionné les détectives. L'intérieur de la voiture était parfaitement propre. Le criminel avait utilisé de puissants solvants chimiques pour nettoyer soigneusement le tableau de bord, le volant, les poignées de porte et les rétroviseurs. Pas une seule empreinte digitale, pas une seule goutte de sang d'autrui, pas un cheveu égaré susceptible de contenir de l'ADN étranger. C'était l'œuvre d'une personne extrêmement prudente et froide, qui connaissait les rouages de la police scientifique. Cependant, lorsque la police a commencé à faire l'inventaire des objets trouvés dans la voiture, elle a trouvé l'indice le plus important. Sur la banquette arrière se trouvaient des portefeuilles intacts, contenant de l'argent liquide, des cartes de crédit et des permis de conduire. Des vêtements, de la nourriture et des effets personnels étaient également intacts. Cependant, des éléments clés de l'équipement manquaient dans la Ford. La caméra vidéo professionnelle coûteuse de Mary, son trépied lourd, ses microphones, ainsi que toutes les clés USB et tous les disques durs portables. Le sac d'équipement gisait vide sur le sol. L'absence d'objets de valeur et d'argent indique clairement que le vol n'a jamais été le motif de cette atrocité. Le tueur n'était intéressé que par l'information. Une analyse déductive de ces faits a conduit les détectives à la seule conclusion logique et donc encore plus effrayante. Au cours de leur périple dans les vieux tunnels abandonnés du comté de Harlan, les étudiants ont filmé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Leur caméra a capturé un secret qui leur a coûté la vie. Quelqu'un dans ces bois profonds était prêt à commettre des actes d'une cruauté inimaginable et à passer des heures à forger de l'acier pour s'assurer que ces images ne verraient jamais le jour. La question qui se pose maintenant est incroyablement aiguë. Qu'est-ce que l'objectif de Mary a réussi à capter exactement dans l'obscurité de la mine, un instant avant que la mort n'intervienne? Le 22 octobre 2011, à 9 h du matin, l'équipe d'enquêteurs est revenue à la seule preuve visuelle. Les images de vidéosurveillance de la station-service Shell étaient la priorité absolue.
La vidéo originale étant de faible résolution, les fichiers numériques ont été immédiatement envoyés au laboratoire de police scientifique de l'État. Les techniciens ont travaillé sans relâche pour améliorer chaque image. Le 23 octobre, à 14h30, les détectives ont reçu un fragment de l'enregistrement débarrassé du bruit numérique. Le visage de l'homme à côté de la camionnette rouillée avec lequel la jeune sœur d'Amy parlait était désormais clair. Une base de données de la police et des entretiens avec les habitants du quartier ont permis d'obtenir un résultat en 2 heures. L'homme a été identifié comme étant un ouvrier de 42 ans, travaillant dans une scierie locale. Le même jour, à 16h45, des patrouilleurs l'ont emmené au département de police du comté de Harlan pour un interrogatoire formel. L'interrogatoire a duré plus de 5 heures. Selon la transcription de 18h20, l'homme était visiblement nerveux, ses mains tremblaient constamment, mais il a catégoriquement nié toute implication dans la disparition. Selon lui, les filles s'étaient seulement approchées de lui pour demander leur chemin. Amy tenait une carte en papier et demandait comment se rendre aux anciennes piles de charbon situées sur le territoire privé et fermé de la Cumberland Scrap and Metal Company. L'ouvrier a assuré aux enquêteurs qu'il avait indiqué aux filles la direction de l'Est en les avertissant fermement qu'il s'agissait d'une propriété privée, étroitement surveillée, et qu'il était dangereux de s'y trouver. Il est ensuite monté dans sa camionnette et a pris son service, qui a duré jusqu'à 20 heures. Ce fait a été confirmé sans équivoque par les registres de la scierie. L'attention des inspecteurs s'est immédiatement portée sur Cumberland Scrap et Metal. Le 24 octobre, à 8 heures du matin, les enquêteurs ont consulté les registres municipaux et les documents fiscaux. Il s'avère que la base industrielle de plus de 40 hectares, entourée d'une haute clôture de barbelés, appartient à un homme d'affaires local influent, Eli Vance. Âgé de 58 ans, Vance jouit d'une réputation terrifiante. Il était connu pour son agressivité impitoyable envers les étrangers, les inspecteurs de l'environnement et les journalistes qui tentaient de s'approcher de sa propriété. Son dossier contenait 3 plaintes officielles pour avoir menacé d'utiliser des armes à feu contre des touristes qui s'aventuraient accidentellement sur ses terres. Cependant, toutes ces affaires ont été étrangement classées en raison de l'absence de preuves ou du retrait soudain des déclarations des témoins. Le détail le plus important est apparu lors d'une inspection secrète du périmètre de la base à 12h30. Grâce à des dispositifs de surveillance optique, les détectives ont enregistré des centaines de tiges d'acier du même type que celui utilisé pour attacher les corps mutilés des sœurs dans des zones de stockage ouvertes. En outre, sous les hangars métalliques massifs, se trouvaient de puissantes machines hydrauliques industrielles conçues pour plier et couper du métal épais. Tous les détails du crime sont parfaitement cohérents. Mobile, capacité physique, équipement spécifique et territoire. Le quart de matin du 25 octobre, à 7 heures, une équipe de police armée et munie d'un mandat de perquisition se présente au siège de l'entreprise et dans la propriété privée d'Eli Vance. L'homme d'affaires a été arrêté et emmené dans une salle d'interrogatoire à 9h15 du matin. Les détectives sont persuadés de tenir le principal suspect. Ils lui ont présenté les photos du métal mutilé et lui ont demandé directement où il se trouvait les 12 et 13 octobre. Mais la réaction de Vance rompt avec toute la stratégie de l'enquête. Il n'a manifesté ni peur ni colère. Selon le rapport d'interrogatoire de 10h45, l'homme d'affaires a calmement fourni son alibi incontestable et inattaquable. Le 10 octobre, son état de santé s'est brusquement dégradé et il a été transporté d'urgence au service de cardiologie de l'hôpital central du comté voisin de Letcher, où l'on a diagnostiqué un micro-accident vasculaire cérébral, AVC. Les détectives ont immédiatement dépêché une équipe pour enquêter. À 14h30, le médecin-chef de l'hôpital du comté de Letcher a officiellement confirmé les propos de l'homme d'affaires. Les dossiers médicaux, les registres de médicaments, les témoignages de 4 infirmières indépendantes et les images de vidéosurveillance diffusées en continu dans le couloir de l'hôpital prouvent que, du 10 octobre jusqu'à sa sortie le 17 octobre à 10h du matin, Eli Vance n'a jamais quitté sa chambre d'hôpital. Il était confiné à son lit sous perfusion les jours même où les sœurs Harper ont disparu et ont été assassinées. Son implication physique dans le crime est absolument impossible. L'enquête est dans une impasse totale. Le principal suspect, qui disposait à la fois du mobile et du matériel nécessaire, était totalement hors de portée de la justice. Le 25 octobre à 18h, les inspecteurs fixent le tableau des preuves en silence, réalisant l'ampleur du problème. Si Vance n'avait pas utilisé une puissante presse hydraulique et de lourdes pièces de mine dans sa base sécurisée, qui avait eu un accès tout aussi libre au site de Cumberland Scrap et Metal lors de ces journées fatidiques, et cet inconnu n'était-il qu'un exécutant brutal de la volonté de quelqu'un d'autre, tapi dans les ombres sombres du comté de Harlan?
26 octobre 2011. Après que le principal suspect s'est révélé inaccessible en raison de son alibi médical irréfutable, l'équipe d'enquêteurs de la police de l'État du Kentucky a été contrainte de changer radicalement le vecteur de la recherche. Les détectives ont compris une logique simple. Si l'homme d'affaires local, Eli Vance, ne pouvait pas être physiquement présent sur les lieux du crime odieux, quelqu'un d'autre était libre d'utiliser son territoire fermé et son équipement lourd spécifique. Ils ont entamé une analyse approfondie et méthodique des casiers judiciaires du comté de Harlan au cours des 5 dernières années. Les analystes ont découvert une tendance extrêmement sombre et inquiétante. Les mines de charbon abandonnées, disséminées par dizaines dans les Appalaches, ont depuis longtemps cessé d'être de simples tunnels vides. Des groupes criminels de l'ombre les utilisent activement comme couverture idéale pour leurs activités illégales. Dans ces profonds donjons, à l'abri des hélicoptères de patrouille, de grands laboratoires clandestins de production de drogue de synthèse fonctionnent sans problème. D'autres mines ont été transformées en décharges illégales pour le déversement à grande échelle de déchets chimiques hautement toxiques. Cela permettait aux trafiquants d'économiser des millions de dollars sur l'élimination légale des déchets. Si les jeunes étudiantes, Mary et Amy, et leur appareil photo, tombaient par hasard sur l'un de ces sites secrets, elles signaient automatiquement leur propre arrêt de mort. À 10h30 du matin, les détectives ont saisi tous les dossiers du personnel de Cumberland Scrap et Metal. Ils dressent une liste détaillée de tous les employés qui possèdent les clés officielles de la base industrielle, qui sont capables de faire fonctionner des machines hydrauliques et qui peuvent entrer librement dans le complexe de l'usine de traitement d'Oakhaven. Parmi les 72 employés de l'entreprise, un seul nom a immédiatement attiré l'attention maximale des enquêteurs expérimentés. Il s'agit de Derek Cole. Cet homme de 38 ans est chef d'équipe de sécurité et responsable de la logistique de l'entreprise. Sa biographie correspond parfaitement au profil du tueur établi par les experts médico-légaux. Avant de travailler au dépôt de métaux, Cole avait travaillé dur comme mineur de fond dans les mines les plus dangereuses du comté de Harlan pendant plus de 15 ans. Il connaissait parfaitement le vaste réseau de services publics souterrains obscurs et les vieux tunnels de maintenance qui traversent les montagnes. De plus, son poste de responsable de la logistique lui permettait d'avoir accès 24 heures sur 24 à des équipements lourds, à des camions et à de puissantes presses industrielles. Et surtout, Cole était personnellement responsable de la sécurité des installations éloignées de l'entreprise, y compris de l'ancienne carrière inondée où les corps mutilés des sœurs ont été retrouvés au fond d'une tranchée. Le vendredi 27 octobre, à 6 heures du matin, la police a rapidement obtenu un mandat d'arrêt et a procédé à une fouille complète du domicile de Derek Cole. Selon la base de données, il vivait complètement seul dans une maison en bois isolée dans le village forestier de Clover Splash, à 8 miles de la principale base industrielle. L'opération doit être aussi silencieuse et rapide que possible. Les enquêteurs sont conscients qu'ils ont affaire à un homme physiquement fort, qui ne recule devant rien et n'a rien à perdre. À 7h15, 3 voitures de patrouille sans sirène, accompagnées d'un fourgon blindé de l'équipe tactique, avancent lentement sur le chemin de terre délavé. La matinée était extrêmement froide et brumeuse, avec une visibilité de moins de 15 mètres. À 7h40, le convoi s'est arrêté en silence à 200 pieds de la maison du suspect. La cour de Cole était inhabituellement morne et abandonnée, avec de l'herbe morte, des barils de métal éparpillés au hasard et l'épave rouillée d'une vieille voiture. Les officiers de l'équipe tactique, vêtus de lourds gilets pare-balles et armes automatiques prêtes à l'emploi, entourent silencieusement le périmètre du site. Ils se sont professionnellement positionnés près des fenêtres, attendant l'ordre de donner l'assaut. Il n'est cependant pas nécessaire d'enfoncer la porte avec un bélier. Lorsque le commandant du groupe s'est approché du porche en bois, il a fait un geste brusque de la main et a ordonné à tout le monde de s'arrêter. La porte d'entrée de la maison était grande ouverte. Elle se balançait lentement dans le vent du matin, dans un long grincement de gonds rouillés. Un silence de mort, oppressant, règne dans le couloir sombre. Des policiers armés franchissent le seuil pas à pas. La maison est complètement vide. Le prédateur invisible a pris la poudre d'escampette. Une rapide inspection tactique des pièces montre instantanément qu'il a fait ses bagages dans une hâte incroyable et dans un état de panique extrême. Une odeur persistante d'huile de machine et de papier brûlé flotte dans l'air. Des vêtements chauds sont éparpillés sur le sol du salon, des chaises lourdes sont renversées et des cartouches de chasse sont éparpillées. Les armoires de la chambre à coucher étaient ouvertes et une grande partie des vêtements et équipements tactiques avaient disparu. Aucune arme n'a été trouvée non plus. Mais ce qui a le plus frappé les enquêteurs, c'est ce qu'ils ont vu à la faible lumière sur la vieille table de la cuisine. Parmi la vaisselle sale, les bouteilles vides et le cendrier, se trouvait un objet qui prouvait sans l'ombre d'un doute qu'ils étaient enfin sur la piste d'un véritable monstre,
et que ce fugitif leur avait délibérément laissé un message silencieux avant de disparaître à jamais dans les forêts sans fin. La véritable avancée dans cette affaire se produit au début du mois de novembre 2011. L'automne est enfin arrivé dans les Appalaches, apportant des vents violents et des pluies incessantes, transformant les sentiers forestiers en pièges dangereux. Le 3 novembre, à 7 heures du matin, un chasseur local se déplaçait dans les broussailles denses près du réservoir artificiel Martins Fork Lake. Il traque un cerf qu'il a repéré à l'aube. La température atteint à peine 35 degrés Fahrenheit et le sol sous ses pieds n'est qu'une bouillie visqueuse. À 3 km de la route goudronnée la plus proche, près d'un ruisseau sans nom qui se jette dans un lac, un objet noir attire l'attention du chasseur. Il est à moitié enfoui dans l'argile de la berge. Le chasseur s'est approché prudemment et a ramassé l'objet avec le bout de son fusil. Il s'agit d'un sac en plastique dense, enveloppé de plusieurs couches de ruban adhésif. En l'ouvrant à l'aide d'un couteau, l'homme a vu à l'intérieur un appareil électronique mutilé. Le boîtier était réduit en miettes, la lentille était brisée en petits morceaux de verre, et les pièces métalliques étaient pliées comme si elles avaient été méthodiquement frappées avec un outil lourd ou écrasées par un camion. Le chasseur a immédiatement compris l'importance de cet objet. Un quart d'heure plus tard, à 9 heures, il se trouve dans le hall du commissariat de police local. Les experts de la police scientifique ont immédiatement reconnu la trouvaille. Il s'agissait de la même caméra vidéo professionnelle qui avait appartenu à Mary Harper et qui avait disparu sans laisser de traces de l'intérieur de sa voiture, qui avait été nettoyée jusqu'à ce qu'elle soit très brillante. L'auteur de l'infraction a tenté de détruire à jamais les preuves en brisant le matériel et en le jetant dans le marais. Mais il a commis une erreur fatale. La fente de la carte mémoire était bien cachée à l'intérieur du boîtier renforcé. Bien que la carte ait été inondée d'eau et mécaniquement endommagée, elle a miraculeusement survécu. La police locale ne disposant pas de l'équipement nécessaire pour travailler avec de tels supports, les preuves m'ont été transférées d'urgence, le 5 novembre, au cyberlaboratoire du Federal Bureau of Investigation. Les techniciens ont travaillé à la récupération des données pendant plus de 48 heures d'affilée. À l'aide d'algorithmes médico-légaux sophistiqués, ils ont réussi à extraire les derniers fichiers vidéo de la puce endommagée, ce qui a permis de faire la lumière sur l'horrible vérité. Le 8e novembre, à 14 heures précises, l'équipe d'enquêteurs s'est réunie dans la salle de briefing pour examiner le matériel. La première vidéo apparaît à l'écran. Le timecode numérique indique le 12e octobre, 13 heures et 10 minutes, le jour fatidique de la disparition des sœurs. La qualité de l'image est irrégulière, mais l'ensemble est clair. La caméra tremble dans les mains de Mary. Amy est passée devant. Les filles se sont accroupies et ont rampé à travers un trou dans le grillage rouillé. Autour d'elles, on pouvait apercevoir les silhouettes sombres des anciens bâtiments de la mine. Les élèves ne parlaient pas, se contentant d'échanger de brefs chuchotements de temps à autre. Ils sentent instinctivement le danger, mais le désir de filmer la vérité les pousse à avancer toujours plus loin, dans la gueule même de la bête invisible. À 13h25, les filles se sont cachées derrière des blocs de béton massifs. L'objectif fait un zoom avant sur la vaste zone située devant l'entrée de l'ancien puits de mine. Ce qu'elles filmaient n'était pas seulement une zone industrielle abandonnée. Il s'agissait d'un processus actif de déversement illégal de déchets chimiques dangereux. Un lourd chariot élévateur à fourche est apparu dans le cadre, descendant lentement des dizaines de barils portant des étiquettes de danger toxiques aux couleurs vives dans un abîme sombre. Des ouvriers portant des masques de protection s'affairent autour d'eux. C'est alors que l'objectif a aperçu l'homme qui contrôlait entièrement le processus. Il se tenait sans masque. Le zoom numérique ne laisse aucun doute. Il s'agit de Derek Cole. Les filles avaient documenté un crime de plusieurs millions de dollars. L'enregistrement dure encore quelques minutes. Mary a continué à filmer, capturant les numéros de camions et les visages. Mais à 13h32, la situation changea radicalement. Le microphone a capté le craquement d'une branche sèche, tout près de l'endroit où les sœurs se cachaient. L'objectif de la caméra s'est brusquement déplacé sur le côté. Pendant une fraction de seconde, le visage furieux de Cole apparut dans le cadre. Il les contourna par l'arrière et fonça droit sur les filles. Un énorme pied de biche en fer était serré dans sa main droite. L'image trembla violemment, se transformant en une image floue. La dernière chose que la caméra captura fut le cri perçant et bestial d'Amy, après quoi l'enregistrement devint noir. Les inspecteurs restèrent assis dans un silence absolu. Ils ont vu le visage du monstre, mais où se cache-t-il ? Le 9 novembre 2011, juste après que les experts ont réussi à récupérer les dernières images de la caméra de Mary Harper, l'enquête passe à la vitesse supérieure. La vidéo est devenue une preuve directe indéniable qui ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur du crime. La police locale du comté de Harlan a immédiatement remis toutes les images aux autorités fédérales.
Le même jour, à 15h30, Derek Cole est officiellement inscrit sur la liste des personnes recherchées par les Américains. Une unité spéciale de l'United States Marshal Service est impliquée dans cette opération de grande envergure. Le gouverneur a fixé une récompense de $50 000 pour toute information permettant l'arrestation du tueur. Les photos de l'ancien chef de la sécurité apparaissent sur toutes les chaînes de télévision et sur les panneaux d'information le long des autoroutes. La chasse au prédateur invisible, qui a su survivre dans la nature, commence. Pendant 14 jours, les enquêteurs vérifient des centaines de rapports de citoyens inquiets. Cole aurait été vu dans des stations-service abandonnées et des parkings isolés, mais tous ces indices se sont révélés être de fausses pistes. Le fugitif était extrêmement prudent. Il n'utilisait pas son téléphone, ne retirait pas d'argent de ses cartes et ne contactait pas ses proches. Il semblait avoir disparu dans les brumes des montagnes. Mais le 23 novembre, à 21h15, la salle de contrôle reçoit un appel de l'administrateur d'un vieux motel routier à la frontière de la Virginie. Le témoin rapporte qu'un homme ressemblant à l'homme recherché a loué une chambre sous un faux nom et a payé avec des petites coupures usagées. À 23h45, un groupe tactique de forces spéciales encercle silencieusement le motel. Ce soir-là, il pleut des cordes, brouillant les néons de la vieille enseigne. Des officiers en armure lourde prennent position devant la porte de la chambre 12. Ils se préparent au pire scénario et s'attendent à une résistance armée féroce, car ils ont affaire à un homme qui risque la peine de mort. Mais lorsque la porte massive a été enfoncée avec un bélier en acier, l'assaut a pris fin en quelques secondes. Cole n'a opposé aucune résistance. Selon le rapport du commandant, le suspect était assis sur le bord d'un lit grinçant, le regard perdu dans le vide. Il avait l'air complètement épuisé, émacié et effrayé. Dans ses yeux, il ne restait plus rien du monstre qui avait poursuivi les filles dans la vidéo. Le piège avait enfin pris sa proie. Le 24 novembre, à 9h du matin, le détenu est emmené au bureau central de la police. L'interrogatoire se déroule dans une pièce exiguë aux murs de béton et au bourdonnement monotone du système de ventilation. 2 inspecteurs sont assis en face du suspect. Pendant les 3 premières heures, Cole a utilisé les tactiques classiques d'un criminel acculé. Selon la transcription, il a nié catégoriquement toute implication dans le meurtre, essayant de rejeter la responsabilité sur la direction de l'entreprise. Il a convaincu les enquêteurs qu'il n'était qu'un exécutant et qu'il suivait les ordres d'Eli Vance pour sécuriser le périmètre et déverser illégalement les déchets. Il a prétendu que les sœurs avaient été tuées par un autre travailleur et qu'il était simplement un bouc émissaire. Mais les détectives étaient bien préparés à ce jeu. À 13h15, l'enquêteur ouvre sans un mot une chemise en carton et place devant Cole des photos de la scène de crime. Les photos montraient les corps d'Amy et de Mary dans des détails sinistres, maculés d'épaisses barres d'armature dans la tranchée. Le détective demande discrètement si la direction a également donné des ordres écrits pour créer ce cocon d'acier. Voyant les conséquences de ses actes, Cole pâlit. Sa contenance ostentatoire s'est instantanément brisée en petits morceaux. Le silence oppressant qui régnait dans la pièce n'était rompu que par la respiration intermittente du détenu. À 13h40, il a craqué et a commencé à faire des aveux sincères. Ces aveux ont révélé la sombre vérité sur les derniers moments de la vie des sœurs. Cole a confirmé que le 12 octobre, il avait personnellement supervisé le déversement illégal de produits chimiques toxiques. Lorsqu'il a entendu le craquement des branches et vu l'éclat de l'objectif, il a été pris d'une panique incontrôlable. Il a compris que cet enregistrement numérique signifiait la fin de sa liberté. Saisissant un énorme pied de biche en fer, il s'est précipité, tel un animal prédateur, vers les cachettes des jeunes filles. Selon lui, le meurtre a été rapide comme l'éclair et sans pitié. Lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait fait, il a brisé l'appareil photo et l'a jeté dans le marais. Cependant, la partie la plus terrifiante de son monologue est l'explication de ce qui s'est passé immédiatement après le double meurtre. Cole a déclaré qu'il avait chargé les cadavres dans sa camionnette couverte et les avait conduits secrètement dans une zone isolée de l'enceinte d'Oakhaven. Il a admis que le cocon d'acier n'était pas un rituel occulte malsain. Il s'agissait d'un calcul purement pragmatique et froid. Cole avait apporté une presse hydraulique portable pour lier solidement les corps avec de lourdes barres d'armature. Il prévoyait de déverser cette terrible charge de plusieurs kilogrammes dans le puits profond et inondé du puits 4 abandonné. Le métal lourd agirait comme une encre parfaite, tirant les sœurs vers le fond sombre du lac souterrain, où personne ne les trouverait jamais. Mais le plan parfait a échoué à cause d'une simple défaillance technique. Alors qu'elle plie une autre barre d'acier, la presse portable tombe soudain en panne et la pompe hydraulique laisse échapper de l'huile sur le béton. Cole se retrouve au milieu d'une usine morte, avec des corps déjà fermement attachés dans un étau de métal.
Il n'a pas le temps d'effectuer des réparations compliquées. Dans un état de désespoir nerveux, il traîne la structure jusqu'à la tranchée d'aération et la jette simplement au sol, la recouvrant de tôle rouillée. Il était sincèrement convaincu que personne ne regarderait jamais à l'intérieur. Il s'est trompé, mais maintenant que les cartes sont étalées au grand jour, il reste un détail macabre qui met en danger tous les protagonistes de cette histoire et qui promet de transformer le procès en un véritable enfer. Décembre 2012. Comté de Harlan, Kentucky. Le palais de justice du comté est devenu la forteresse la plus surveillée de tout l'État. Le procès de Derek Cole a attiré une attention sans précédent de la part de la presse nationale et du public. Un silence incroyablement lourd et oppressant règne dans la vaste salle d'audience, tandis que le procureur principal s'approche lentement de l'estrade pour commencer sa déclaration d'ouverture. Sur le banc des accusés était assis un homme brisé, visiblement décharné, vêtu d'un uniforme de prison orange vif. Il n'a jamais levé les yeux, fixant la table en bois éraflée devant lui. Le procès a duré 3 longues semaines. Chaque jour apportait son lot de détails macabres sur la façon dont la vie de 2 jeunes étudiants en journalisme avait pris fin dans les profondeurs froides des Appalaches. L'argument principal et le plus dévastateur de l'accusation a été la démonstration de la vidéo récupérée de la caméra cassée de Mary Harper. Lorsque les images tremblantes du déversement illégal de déchets chimiques toxiques sont apparues sur l'écran géant de la salle d'audience, un murmure discret d'indignation s'est répandu parmi les jurés. Mais lorsque l'objectif a capturé le visage de Cole, déformé par la rage, alors qu'il courait droit sur les filles, un lourd pied de biche en fer serré dans sa main, et que les haut-parleurs ont diffusé le cri d'agonie d'Amy, plusieurs personnes dans la salle ont fondu en larmes. Le juge a dû immédiatement ordonner une courte pause pour rétablir l'ordre. Plus tard, le médecin légiste en chef de l'État a été appelé à la barre. Avec un détachement sec et professionnel, il a décrit les efforts incroyables déployés par le tueur pour dissimuler à jamais les traces de son crime. L'expert a reconstitué en détail le processus de création du cocon d'acier rouillé sur le territoire abandonné du complexe industriel d'Oak Haven Processing Plant. Il a déclaré sous serment que Cole avait utilisé de sang-froid une presse hydraulique portable pour plier les épaisses barres d'armature de la mine, créant une pression de plusieurs milliers de livres par pouce carré. L'acier s'enfonçait dans la chair morte avec une telle force qu'il brisait impitoyablement les os. Ce calcul froid et pragmatique a horrifié le public plus encore que le meurtre lui-même. Eli Vance, le propriétaire de Cumberland Scrap and Metal, un homme d'affaires local influent, se retrouve lui aussi sur le banc des accusés. Cependant, grâce au travail brillant d'une équipe d'avocats grassement payés et à son alibi médical impeccable, il a réussi à éviter complètement les accusations de complicité dans le double meurtre. Vance a été accusé uniquement d'avoir organisé un déversement illégal à grande échelle de déchets chimiques dangereux dans le territoire fermé de mines de charbon abandonnées. C'est sur les épaules de l'ancien chef de la sécurité que repose tout le poids de la responsabilité des vies fauchées. Le 14 décembre, après 22 heures de huis clos continu, le jury a finalement rendu son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, en lisant le verdict, a regardé directement l'accusé dans les yeux et a qualifié ses actes de cruauté absolue et primitive, totalement dépourvus de la moindre compassion humaine. Derek Cole a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutive dans une prison fédérale de haute sécurité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il passera le reste de ses jours dans une cellule de béton de 2 mètres sur 3. La justice a été rendue dans la salle d'audience, mais aucune peine n'a pu ramener Mary et Amy auprès de leurs parents. À la fin du mois de janvier 2013, un événement commémoratif de grande envergure a été organisé sur le campus de l'université où les sœurs avaient étudié. Des centaines d'étudiants et de professeurs se sont rendus au bâtiment principal, bougies allumées à la main. Les camarades de classe des jeunes filles décédées, en collaboration avec leurs conseillers académiques, ont pris une décision d'une importance fondamentale. Elles ont refusé catégoriquement de laisser l'histoire des sœurs disparaître dans les archives arides des casiers judiciaires de la police. À l'aide de séquences vidéo miraculeusement sauvées de la boue des marais, d'ébauches de scénarios et de notes dans des carnets trouvés dans une Ford Escape abandonnée à 20 miles de la Seine, les amis se sont attelés à une tâche extrêmement difficile. Après 8 mois de montage éprouvant, ils ont achevé le documentaire. Ce film sur la face cachée du déclin de l'industrie minière et les crimes environnementaux à grande échelle s'intitule symboliquement Steel Grave, grave d'acier. Le film a été projeté dans des dizaines de festivals de films indépendants à travers le pays. Il est devenu non seulement une enquête puissante, mais aussi un monument éternel à l'incroyable courage de 2 jeunes filles qui se sont lancées dans le noir pour découvrir la vérité.
et les montagnes du comté de Harlan sont restées debout, exactement comme elles l'étaient depuis des millénaires avant ces événements sanglants. Les épaisses brumes matinales glissent encore lentement le long des pentes escarpées de Black Mountain, s'accrochant aux cimes des pins centenaires. Les puits de mines abandonnés, béant de profonds gouffres noirs parmi les fourrés de la forêt, continuent de préserver en toute sécurité leur effrayant vide glacial. La nature, dans ces régions, a toujours vécu selon ses propres lois impitoyables, effaçant dans l'indifférence la plus totale toute trace de présence humaine. Sur le territoire de l'ancienne carrière inondée de l'usine de traitement d'Oakhaven, le métal mutilé est progressivement recouvert d'une nouvelle couche épaisse de rouille rouge et de mousse verte et humide. Le vent d'automne, qui hurle entre les murs de béton délabrés, émet parfois un son qui rappelle douloureusement les tristes échos du passé. Ces forêts calmes et immenses resteront à jamais les témoins durs et silencieux de la cruauté humaine, ainsi que du prix énorme payé par les sœurs Harper pour tenter de faire la lumière sur les secrets les plus sombres des Appalaches.